Vous cherchez tous à connaître quels sont les minagim en fonction de vos origines. Pas toujours simple, parce que ça se perd, parce que les traditions se perdent, mais heureusement, nous avons certains gardiens de la tradition qui sont toujours au fait de réactualiser nos minagim, mais surtout de nous les transmettre. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Belaïch de la communauté de Mekorhaim, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez me le dire tout de suite. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Donc on l'accueille pour nous parler des minagim tunisiens cette fois de Pessah. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. On est ravis de vous accueillir. C'est un plaisir partagé, évidemment. Voilà. Alors moi, je voudrais, avant, pour dissiper tout malentendu, je suis considéré par beaucoup comme étant le dépositaire ou le vecteur ou je ne sais trop quoi, le gardien, vous avez dit, des minagim de Tunis. Il faut savoir que dans ma vie entière, je n'ai passé que 4 heures en Tunisie. Alors voilà, donc moi, j'ai pas eu besoin d'y aller. La Tunisie est venue à moi, puisque j'habitais dans le 20e à Paris et que le rabbin de l'Ariana, Rabbi Abraham Smadja, dont j'ai plaisir à rappeler la mémoire ici, plus connu sous le nom de Rabbi Breitou, était venu donc à Belleville, là où nous habitions, et il m'a pris en main, j'avais 5 ans, et il ne parlait qu'arabe. Donc en fait, finalement, on s'est retrouvé en Tunisie dans un petit quartier. Et c'est comme ça que j'ai été. C'est lui qui vous a transmis. Ah oui. Donc on a été abreuvé, on a au biberon, vraiment, des minagim de Tunisie qu'on connaît encore sur le bout des doigts. Et c'est à lui que je dois ça. Alors, j'espère que cette émission va faire plaisir à tous nos amis tunisiens et aux autres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de traditions qu'on voit et qu'on ne connaît pas quand on n'est pas tunisien à la base. On ne comprend pas d'où ça vient, et donc on va commencer par Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan. Alors d'abord, les minagim tunisiens n'existent pas seulement en Tunisie. Il y a beaucoup à Constantine, etc., à Bonn. Il y avait beaucoup de choses qui étaient... Et puis j'ai retrouvé même quelques minagim qui étaient dans les Keilot de Roumanie. Des Roumaniens en particulier, pas pour Pessah, mais pour Simchat Torah. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc vous continuez à faire des recherches sur les minagim. Oui. Non, mais je tombe quelquefois sur des mahamarim, sur des articles ou des choses comme ça, et je trouve des choses surprenantes. Ah ben tiens, on faisait ça en Tunisie, et puis ils font ça aussi en Ukraine. Des choses extrêmement curieuses. Alors, effectivement, le mieux, c'est de passer assez rapidement sur la chronologie. Il faut commencer par le Rosh Chodesh Nissan. Voilà. Rosh Chodesh Nissan est un jour qui est très particulier selon la tradition. C'est un jour qui a eu le premier Nissan 2449, et le jour de la Kamata Mishkan, l'année qui a suivi donc la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a eu lieu le 15 Nissan 2448. C'était un jeudi vers 6h du matin. Voilà, à peu près. Et puis, dans l'année qui a suivi, donc le premier Nissan était un jour très particulier où il y a eu 10 couronnes, comme dit le Sefer HaDorot, 10 couronnes. Et alors ça se marque dans la tradition des Juifs de Tunisie, où il y a 2 choses qui sont faites au moment du Rosh Chodesh. La première chose, c'est ce qu'on appelle le kandil. C'est-à-dire on allume une veilleuse et on demande à chaque membre de la famille de mettre dans cette veilleuse un bijou. Alors, cette tradition, elle est connue de plein de gens, même ceux qui ne sont pas tunisiens, parce qu'on voit faire. Et bien, on a trouvé la raison de cela. C'est ça, on se demande d'où ça vient. Eh bien, c'est très simple. C'est dans le Brit Ben Abetarim, dans l'alliance que Dieu contracte avec Abraham, il lui dit quoi ? Pendant 400 ans, ta descendance sera dans un pays étranger, ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Que les sages nous disent dans la Gemara de Psachim, Vainat Selou et Mitzrayim, ils pillèrent l'Égypte, la traduction, ce qui est Ishirota qui est comme un vivier sans poisson. Ils l'ont laissé qui est Metsula Shenba Dagim. Donc pour marquer qu'on a récupéré les richesses de l'Égypte, on demande à chaque membre de la famille de mettre un bijou. Bon, en plus, au Rosh Chodesh Nissan, c'est selon une version le Rosh Hashanah de l'année, selon Rabbi Yoshua. Donc c'est le Rosh Hashanah. Donc on ouvre en quelque sorte la nouvelle année sur des signes de bonne parnassa, etc. Alors ça, c'est la première chose. Donc chacun vient, met un petit bijou, une bague, etc. Ça, c'est la première chose, c'est le kandil. La deuxième chose, c'est la fameuse pshisha. Exact, c'est une espèce de poudre voilà. Alors, qu'est-ce que avec des épices, on ne sait pas, et puis il faut tourner comme ça de l'huile. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Alors la pshisha, c'est quelque chose qui est fait à base de céréales grillées. Ça vient d'où ce nom, pshisha ? Je ne sais pas. Ah. Le mot pshisha, je ne sais pas d'où vient le nom, mais j'ai lu dans plusieurs livres la raison de ce minag. Alors qu'est-ce que c'est d'abord ? On prend de la farine de blé et d'orge qui a été grillée, donc d'où la couleur un peu marron comme ça, et puis on verse de l'huile, et on tourne avec une clé. Mais ça a une très bonne odeur, on a l'impression qu'il y a plusieurs épices différentes. Il y a des épices, puis il y a aussi également, alors je sais pas, en art culinaire, je ne suis pas très très fort, mais je sais que c'est mélangé avec différentes choses, de la cannelle ou des trucs comme ça qui relèvent un petit peu. On met de l'huile, on tourne avec une clé comme ça, et on rajoute à la fin une pièce en or. Alors quelle est la raison de tout ça ?
C'est très bizarre. Très symbolique. Oui, c'est très symbolique. Alors, l'histoire de la pièce d'or que l'on met à la fin, on va commencer par ça, c'est en fait pour se faire pardonner du veau d'or. C'est-à-dire qu'on consacre cet or à la mitzvah et non pas... Ça tombe juste à la sortie d'Égypte, il y a eu Matan Torah et tout de suite après le Hegel. Donc les textes, ils sont marqués dans le Berit Keuna de Rabbi Chalfon HaKohen, qui était grand rabbin de Djerba. Il marque ça, cette pièce d'or qu'on rajoute, elle est pour se faire rappeler quelque part que l'or est destiné à la mitzvah et non pas pour faire le veau d'or, une espèce de kapara. Alors qu'est-ce que c'est que cette espèce de mortier que l'on mange, avec lequel on tourne avec une clé? Ça se mange, la pchicha? Ça se mange. Ok, d'accord. Moi, j'aime pas, mais bon, mais d'autres aiment. J'aime pas le goût, moi, mais ça se mange comme ça, tout le soir même. Après, on vous met une date, et puis voilà, pour donner un petit peu de choses. Un petit goût, ok. Voilà, mais c'est symbolique, évidemment. On ne fait pas un repas de pchicha. Et puis, alors, ça ressemble à du mortier, et il y a la clé. Alors, la clé, c'est en quelque sorte pour ouvrir la parnassa. C'est symbolique. La clé, le maftéar, ce Dieu qui ouvre les portes de la parnassa. Donc, on symbolise ça par une clé qui est évidemment matérialisée, le fait d'ouvrir une porte. Et alors le mortier en question, c'est pour rappeler les fondations du Mikdash. Le Beth Amikdash a été fait, le Mishkan dans le désert, il n'y avait pas de mortier, il n'y avait pas de ciment, c'était fait sur des solives dans lesquels on montait les hamoudim, enfin les krachim. Mais pour rappeler que le Beth Amikdash a été célébré, le Mishkan, la première Akamat Mishkan a lieu en Nissan, donc le Rosh Chodesh Nissan, on fabrique cette espèce de mortier pour rappeler le passé et surtout pour espérer à l'avenir que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit rapidement. Alors c'est très sympathique, vous voyez comment il faut aller chercher les symboles un peu loin. C'est bien parce que vous nous avez éclairé, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font machinalement tous les ans sans savoir. Sans savoir, oui. Mais moi je ne le savais pas il y a encore un an et j'ai trouvé ça encore dans ce livre de Berit Keuna. C'est surprenant de voir qu'en vérité tous les minagim ont une base. Une signification. Ah oui, ils ont une signification. C'est une symbolique qui a trait à quelque chose. Il faut chercher, il faut fouiller un petit peu. Alors entre Rosh Chodesh Nissan et la fête de Pessah en elle-même, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Avant le Seder, il y a beaucoup de choses. Nombreux préparatifs. Exactement. Alors, ce qui est propre à la communauté tunisienne, la première chose, c'est Kimcha d'Episra. Vous savez que cet argent qui était donné à la préparation de ce qu'on appelait les paniers de Pessah, on avait, nous, à Belleville, la bienfaisance et les paniers de Pessah. On était là, les jeunes, au Talmud Torah, et on préparait les cartons avec de l'huile, les matzot, le vin, etc., afin que personne ne manque. Ça, c'est quelque chose de très particulier dans toutes les communautés, évidemment, mais chez nous, les Tunisiens, le Kimcha d'Episra, la farine de Pessah, littéralement, quelque chose de fondamental. Même les pauvres allaient donner eux-mêmes leur obol pour que les autres participent. Tout le monde s'occupait du Kimcha. Oui. C'est marqué dans Shulchan Aruch, d'ailleurs, qu'une personne qui vit dans un endroit est obligée, c'est une espèce d'impôt obligatoire, mais en vérité, on le fait avec bon cœur. Et c'était quelque chose qui nous prenait la semaine ou les 10 jours qui précédaient Pessah. Tout le monde s'affairait à préparer les cartons. Les cartons Pessah pour les nécessiteux, pour ceux qui n'avaient pas. Alors on les empilait, puis ils venaient, etc. Et ça faisait plaisir de les voir sourire comme ça, savoir qu'ils repartaient avec le je suis sûre que ce rappel fera plaisir à toutes les associations. Il y a de nombreux francophones et de nombreux juifs tunisiens qui s'activent. Alors peut-être sans savoir que leur ancêtre avait fait la même chose spécialement à Pessah. Il y a beaucoup de campagnes de Pessah dans toutes les associations. Je vous engage à ne pas les oublier et puis à donner parce que c'est très important. Kimcha d'Episra, c'est très important. Il y avait en Tunisie, ils éditaient des bons comme ça, et les gens avaient le droit avec ces bons d'aller chercher de l'huile, de machin, etc. On avait maintenu ça, nous, à Paris. Bon, ici, aujourd'hui, mais ça existe sous une autre forme, on va dire. Ici, on donne de l'argent et puis il y en a d'autres qui s'en occupent. Absolument. Voilà, alors, bien autre minag très connu, évidemment, le fait de consommer du riz, je le dis en 3 minutes. Oui, mais ça, on est très jaloux, parce que je suis pas tunisienne, vous l'aurez compris, on est très jaloux. Et vous mangez pas de riz. Non, on mange pas de riz. Et nos enfants ne comprennent pas, parce que parfois, ils ont de la famille où il y a des pièces rapportées, comme on dit, il y a des couples mixtes. Voilà. Mais on comprend pas pourquoi les cousins mangent du riz et pas nous. Et pas les autres. Alors, au niveau de la halakha, d'abord, il faut savoir que la femme suit son mari. C'est comme ça que ça appartient à la halakha. C'est-à-dire, si une dame qui ne mange pas de riz, qui se marie avec un monsieur, un Tunisien, par exemple, qui mange du riz, elle continuera. Et inversement, une dame tunisienne qui avait l'habitude de manger du riz, qui se marie avec un Ashkénaze ou quelqu'un qui ne mangeait pas de riz, elle doit pas en manger chez elle. Elle peut en manger chez ses parents. Alors, quelle est la raison de cette affaire-là ? La raison est très simple. D'abord, il faut savoir que le riz n'est pas chametz.
C'est une grande marloquette dans la Gemara de Psachim, entre Rabbi Yohanan ben Nouri et les Chachamim. Est-ce que le riz fermente ou pas? La réponse est non. Donc on peut manger du riz à Pessah et on ne peut pas s'acquitter du soir de Pessah avec des galettes de riz. Ouais. Évidemment que non. Alors pourquoi certains mangent et d'autres non? C'est un fait d'histoire. Tout simplement, les rizières étaient souvent accompagnées de zones céréalières. Alors quand on moissonnait le riz, il y avait toujours du blé qui se mélangeait, etc. Et puis c'était entreposé dans des entrepôts humides, ça fermentait, etc. Alors, pour éviter tout problème, ils ont interdit le riz. Donc le riz est cachère, les Pessar, il faut le dire de manière claire. Celui qui a un minag de ne pas le manger, il continuera dans son minag. S'il veut arrêter ce minag, il peut faire une atarat nedarim, il faut enlever le vœu ici en Israël, mais les personnes qui mangent du riz doivent le vérifier avec beaucoup de kapzanout. Le Shulchan Arour dit qu'on doit vérifier 3 fois, la maman ou le papa vérifie le riz pendant 3 fois sans proximité d'enfants qui dérangent, etc., pour vérifier qu'il n'y a pas un grain de blé ou d'épeautre ou de quoi que ce soit qui se mélange avec. Donc alors, ça, juste pour faire le pendant de cette histoire, je pense que les Juifs tunisiens ne mangent pas de pois chiches à Pessah. Voilà. Par contre, les Algériens mangent des pois chiches. On marche sur la tête, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, je vais vous dire, c'est très simple. La raison est que le pois chiche en hébreu se dit choumous et que ça rappelle le chametz. Il y a des gens qui ne prennent pas de vinaigre parce que le vinaigre s'appelle chometz. Il y a des gens qui ne prennent pas de salaison parce que ça s'appelle des chamoutsim. Ouais, toutes sortes de choses. Ça, je crois que c'est vraiment des exagérations. La personne qui a pris sur elle de ne pas manger de pois chiches, si elle veut en manger, il faut faire un atarat nedarim. Aussi. Absolument. D'accord. Si pendant des générations dans les familles, ils ne mangeaient pas de pois chiches, pour changer, il faut faire un atarat nedarim. Je vais vous dire ce que dit le Rav Ovadia dans son Yabia Omer. Il dit, si personne monte en Israël, et la première année où elle se sépare en quelque sorte de ses parents, elle ne mange plus à la table de ses parents, la première année, pour le premier Pessar, elle peut supprimer tous les minagim qui existaient pour faire uniquement les minagim d'Eretz Israël, c'est-à-dire ça, c'est important pour tous les jeunes qui montent sans leurs parents, etc. Absolument, ils peuvent du jour au lendemain décider d'arrêter tous ces minagim. Par contre, s'ils l'ont continué, ne serait-ce qu'une seule fois en Israël, et qu'ils veulent secondairement l'arrêter, il faut une atarat nedarim. C'est-à-dire que moi, quand je suis monté en Israël, j'ai arrêté tout ça. Je mange du pois chiche, je mange des salaisons, je mange etc. Eh bien oui, c'est très bon tout ça. Je ne vois pas pourquoi on va s'en priver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? C'est sympa avec vous, c'est facile. Oui, c'est facile. Il suffit d'être sachant et on ne fait pas de bêtises. Le grand rabbin de Tunisie, Rabbi Fraji Ouzan, disait Torah nina bet haskouach. Ce qui veut dire en bon français, la Torah est faite de douceur. C'est pas la peine de la rendre une rasra. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Alors on arrive à l'abdika, le soir de l'abdika. Le minag particulièrement, l'abdika, c'est un peu comme tout le monde, avec une bougie. On mettait un couteau. L'abdika, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'hébreu, parce que vous savez qu'on est aussi la recherche du Hametz, qui aura lieu cette année jeudi soir. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas du tout pratiquants aussi, mais qui peuvent s'intéresser. Alors, Bdikat Hametz, recherche du Hametz. Alors, c'est quelque chose, ça c'est une habitude planétaire ou universelle pour tous les Tunisiens là où ils se trouvent. C'est qu'après la Bdikat Hametz, on fait des grillades. Et c'est des grillades de moutons. Quelle est la raison de cela? Des grillades. Alors ça, vous allez n'importe où dans le monde chez un Tunisien, il finit l'abdika, la recherche du Hametz, on s'assoit pour manger les grillades. C'est devenu... de l'agneau, quoi. Ah ouais, voilà. Alors, quelle est la raison de cela? La raison de cela, c'est qu'il est interdit de consommer des grillades le soir de Pessah. Ça, c'est une halakha. On ne peut pas manger le soir de Pessah des grillades. Alors, espèce de compensation, à la sortie donc, de l'abdika, on terminait, on mangeait des grillades pour marquer le coup ce soir et pas demain. C'est la raison. Ben voilà, au moins c'est clair, vous allez savoir pourquoi certains pensaient que c'était plus facile pour la mère de famille, mais apparemment il y a vraiment une raison Ah oui, c'est une raison halachique presque. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a dans l'ordre du calendrier. Donc là on est veille du Seder. On est veille du Seder, on est comme cette année jeudi soir, alors maintenant on se porte vendredi. Il faut brûler le Hametz. Brûler le Hametz, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas de non, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Il y a le jeûne des premiers-nés le lendemain. Alors, et c'est une grosse discussion au niveau des décisionnaires, est-ce que les filles sont concernées, les filles premières-nées, est-ce qu'elles sont considérées ou pas, est-ce qu'elles doivent jeûner ou pas? Voilà. Alors, pour l'ensemble la majorité des poskim, non. Mais en Tunisie, il y avait quelque chose de particulier, c'est que la fille qui était premier-née, elle n'allait pas participer au sioum. Vous savez qu'on peut se dédouaner de ce jeûne des premiers-nés, qui est un jeûne de remerciement. C'est pas un jeûne qui annonce une catastrophe, bien au contraire. Les premiers-nés ont été épargnés. Donc c'est un jeûne de remerciement. Eh bien, on peut participer à une clôture d'une étude, ce qu'on appelle une sioum quelconque, de Gemara, etc. Les filles ne venaient pas. Les filles ne venaient pas assister à cette étude, mais les maris ou les papas amenaient avec eux à la maison pour donner à ces filles Bechorot un peu de la Seouda
elles se contentaient de cela. Alors c'est rapporté dans nombreux poskim, ça, que les filles n'avaient pas besoin de venir à la synagogue. C'est particulier chez nous. Chez nous à Beth Yosef, où on fait un siyum, les filles viennent. Les dames viennent. Les dames donc Beth Yosef, c'est la synagogue, que vous dirigez, que vous, voilà. On peut donner l'adresse pour ceux qui veulent. 10 rue Mekochaim, venez nombreux, on sera très heureux de vous accueillir. Okay. Et alors, chez nous, les dames viennent, mais en Tunisie, ça ne se faisait pas. Les filles n'avaient pas besoin d'aller à la synagogue. Les alors, elles jeûnaient ou pas? Elles jeûnaient pas. Le papa ramenait un peu d'amande, un peu de machin, un peu de gâteau, etc. Elles étaient dispensées comme ça. Et elles en étaient dispensées. C'est quelque chose de particulier. Okay. Alors, préparatif du Seder, on arrive à cela. Ça y est, on y est. Préparatif du Seder, donc on est le soir. Alors, il y a quelque chose de particulier chez les Juifs de Tunisie, c'est qu'on mettait tous les ingrédients du Seder, les matzot, le charoset, etc., dans un panier en osier. Ok, pourquoi c'est pour rappeler le berceau de Moïse? Exactement. Okay. Ça s'appelait le chichtou, c'est le fameux panier. Moi, j'ai encore celui de mes parents. Et c'est pour rappeler le berceau de Moïse. On se rend compte que c'est très, dans la tradition tunisienne, c'est très pédagogique, en fait. Il y a beaucoup de symboles pour raconter aux enfants. Recadrer, pour dire, regarde comment ça s'est passé. Moïse, il était dans un truc, dans un berceau, en osier. Chaque occasion est un moment de transmission, en fait. Mais plus j'approfondis ces minagim, plus je m'aperçois, tous ces minagim ont une véritable base, ou un symbole qui a. Oui. Il y a une base soit halachique, soit kabbalistique, soit etc. C'est pas des minagim qui ont été inventés, qui n'ont pas de raison. Alors justement, puisqu'on parlait du plateau du Seder, donc qui chez vous est dans un panier en osier, si je vous suis bien, qu'est-ce qui se passe avec le charochet? Parce que on voudrait savoir si les Tunisiens ont une recette particulière. Il y a beaucoup de femmes qui l'achètent, mais il y a dans beaucoup de familles, on fait maison le charochet. C'est vrai, le charochet est fait maison. Nous, en France, on avait ces espèces de petites boules là qu'on mélangeait avec du vin. En fait, le fil conducteur dans cette affaire, dans la fabrication du charochet, qui n'est pas particulier chez les Tunisiens, c'est d'utiliser tous les fruits qui sont mentionnés dans le Shirachirim. Auquel Knesset Israël, auquel la communauté d'Israël a été comparée. La date, le vin, tout ce qui est les égozim, el ginat, égoz et arati. Chaque fois qu'il y a un fruit, tapouar, Ayar, le rappel de ces femmes qui, afin de prolonger l'éternité du Ham Israël, venaient voir leur mari sous le pommier pour les inciter à avoir un rapport, pour qu'elles continuent à avoir des enfants. Et elles se maquillaient devant ces miroirs qui seront utilisés secondairement pour le kior. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, Shirachirim rappelle ça, c'est directement en rapport avec Pessah. C'est très beau parce que c'est une prière, évidemment, qu'on chante tous les vendredis soirs, qu'on chante aussi à la fin du Seder, et je trouve ça vraiment joli que tout soit lié, en fait. C'est lié, voilà. Donc les fruits marqués dans Shirachirim sont la base du charochet. Il n'y a pas de recette particulière. Et alors que ça nous conduit à le début du Seder. Le début du Seder par le fameux Etmol. Alors voilà, parce que là, après, en fonction des J'ai presque envie de vous le chanter tellement c'est... Allez-y. Vous pouvez y aller. Oui. Allez-y, mais bien sûr. Etmol ayinu abadim, ayom benechorim, ayom kan leshana ba be'arade Israël, benechorin. Un texte qui veut dire, hier nous étions esclaves, et là c'est un souhait en fait, et l'année prochaine nous serons libres en terre d'Israël. Alors la particularité de ça, c'est qu'on prend le chichtou, on prend le fameux panier et on tourne sur la tête des convives. Voilà. Alors ça, c'est pas chez tout le monde. Il faut savoir que chez les Ashkénazes, ça n'existe pas. Et alors, qui fait ça ? Alors, ces dernières années, dernières décennies, on va dire, on offre ça à une jeune fille candidate au mariage. Ah, c'est trop marrant. Voilà. Donc, chacun a vraiment sa tradition. Parce que chez d'autres, c'est le chef de famille qui le fait. Et vous, c'est une jeune fille qui doit se marier. Dans le Allez à Das de mon ami le Rav Sidbon, David Sidbon, qui a fait un livre, qui a compilé tous les minagim de Tunisie, il le marque ces dernières années, on offre ça à une jeune fille. Il faudrait faire des statistiques scientifiques pour savoir si ça marche, ou si ça marche pas. Ça peut être une idée pour le mazal des jeunes filles de prendre ce panier et de passer au-dessus. Alors on le fait 3 fois pour que chacun ait en même temps, ça va encore dans la symbolique
symbolique parce que la femme est la passeuse de la tradition et Pessah, c'est la transmission. Donc ça semble tout à fait, c'est un très beau symbole. C'est le moussard et la Ve'altitosh Torah Timecha. Ça passe par les femmes, effectivement. Magnifique. Alors, on continue. Donc après, il y a plein de prières symboliques, connues. Voilà, certains chants, là, vous nous avez chanté Etmol, il y en a d'autres, j'imagine. Ah, il y en a d'autres, attendez. Mais avant d'arriver à ça, nous avons le Yachatz. Le Yachatz, donc c'est un des éléments du Seder, où on casse la matzah du milieu en deux. Hein, c'est bien connu. Alors, l'habitude dans certaines familles tunisiennes était de prendre le petit morceau, donc casse en deux morceaux inégaux. Le grand servira pour la ficomane à la fin du repas, et le petit, on le remet dans le panier, et c'est avec ce alachma ania, ce pain de misère, on montre ce morceau de matzah comme le misérable qui n'a pas grand-chose à manger. Alors le minhag tunisien était d'envelopper cette demi-matzah, ou ce tiers de matzah, on va dire, dans une espèce de baluchon, et la personne mettait ça sur son épaule, et elle mimait le fait de quitter la salle. Ok, donc on quitte la table ? On quitte la table avec ça. Carrément. On va dehors, voilà. On ouvre la porte, on sort ? Non, ils ne sortaient pas. Ah, c'est une scène de théâtre. C'est une tête de théâtre. Et alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est pour, encore une fois, voilà, la base textuelle de cela, c'est qu'il est dit dans la Torah qu'au moment de la sortie d'Égypte, ils emballèrent leurs affaires dans des baluchons. Mish'arotam, tserorot besim lotam, al shirmam, en le mettant sur l'épaule. Donc, on mime, en quelque sorte, cette espèce de sortie d'Égypte. On prend ce baluchon avec ce petit morceau. Sauf que la pâte était crue. La pâte était crue. Et cette pâte de ce pain de misère, donc on prend ce petit bout de matzah et puis on mime le fait qu'on quitte l'Égypte maintenant qu'on va avec le baluchon. Israël. Okay. Bon, il faut pas quitter la maison, évidemment, il faut revenir. Alors ça, c'est Yachatz. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme autre... quelle autre chose ? Ah oui, tout à l'heure, pour le Etmol, le fait de tourner, j'ai lu quelque part que c'est pour matérialiser les Hanané Kavod, les nuées qui entouraient le Ham Israël, qui étaient des nuées protectrices autour du Ham Israël. D'où l'idée de tourner autour des convives. C'est joli. Et puis quand c'est le père de famille, c'est le père de famille qui protège sa famille. Très joli. C'est beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autre le fait, ça s'est fait dans beaucoup de communautés, de verser au moment des diplés, de verser le papa, le maître, le chef de famille, donc verse du vin, et la maman de l'eau. Quand on énonce les plaies. Bon, quand on énonce les plaies, exactement. Non, ça c'est un peu chez tout le monde. Alors, je vais vous dire la particularité chez nous. Donc le papa verse le vin, la maman, le vin représentant le din. Ici, on est en train de parler des 10 plaies qui sont abattus sur les Égyptiens. C'est évidemment le din, hein, c'est la justice divine. Pourquoi c'est le din, le vin ? Ça dépend du contexte. Okay, selon la Kabbale, le vin, quelquefois, représente le chesed, et quelquefois, il représente la gvoura, le din. Pour le soir de Pessah, tout ce qui est vin, cette féminité, c'est la féminité, et tout ce qui est matzah représente le papa, le zachar. La féminité véhicule, les femmes sont plus carrées que les hommes, c'est bien connu, c'est plus gvoura que chesed. Bon, pour le soir de Pessah, en tout cas, c'est décrit comme ça dans les livres de Kabbale. Et alors donc on verse donc ce vin et l'eau pour atténuer quelque part le din. Alors nous on le fait pas 10 fois pour les 10 plaies, on le fait 16 fois. Pourquoi ? Les Tunisiens le font 16 fois ? 16 fois. D'accord. Parce que 3 fois avant, il y a la fin de la Mishnah qui précède les 10 plaies, les numérations des 10 plaies, c'est Dam, Vaesh, Vetimron, Hachan. Okay. Donc on verse Dam, ils ont été frappés par des plaies de sang, Vaesh, de feu, etc. Donc ça fait 3. Et après, on a la fameuse Mishnah de Rabbi Yehuda qui a fait une acrostiche des 10 plaies, des tsar, adash, be'ahav. Donc les 10 plaies sont ici rappelées. Et on verse également 3 avant, 3 après, 10 au milieu, ça fait 16. Alors la particularité qui est marrante, qui est très marrante. Et c'est pas seulement chez nous, par exemple, dans les familles égyptiennes aussi, ils font ça. C'est qu'à la fin de ce lac, on prend cette eau et ce vin, donc qui ont été dans une espèce de soucoupe comme ça, et on va le jeter dans un endroit impur. Mm-hmm. En général, les toilettes. Ouais. Alors, ce qui est curieux, ce qui est marrant, c'est qu'on est tous là à attendre que la chasse d'eau soit tiré afin de dire que le din nous a quittés. Alors c'est très marrant. On est tous là et puis tout le monde est dans le silence et on entend, une fois qu'on a entendu la chasse d'eau, on peut continuer le seder. Extra. Voilà, c'est très, très, très sympathique. Alors là, on en est, on va dire, à mi-parcours du seder. Mi-parcours. Alors là, la particularité, mais c'est pas seulement chez nous, c'est qu'on traduisait la Haggadah. En judéo-arabe. Okay. Alors il y a des Haggadot qui datent du 19e siècle, on a retrouvé des traductions judéo-arabes. Alors quand on était en France, on le traduisait en français, mais mes grands-parents, par exemple, traduisaient
la Haggadah en judéo-arabe. Alors justement, au niveau des minagim, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants qui sont nés ici, de parents venus de France qui ont eu droit à des Haggadot traduits en judéo-arabe, traduits en français? Est-ce qu'on continue à traduire en français et en judéo-arabe, ou alors est-ce qu'on s'allège? Parce que parfois les enfants ne comprennent. Il faut s'alléger. Le judéo-arabe est en voie de disparition. Il faut au moins traduire ou expliquer les passages importants dans la langue qui est compréhensible pour tous. Ce sont des immigrants français. Il faut au moins quelques passages, comme les 3 passages de Rabban Gamliel, Pessah, Matzah ou Maror, qui sont des Kol Michelo et Vin. Tout celui qui n'a pas compris ces 3 choses-là n'a pas réalisé le Seder de Pessah. Donc au moins ces 3 passages doivent être traduits, et puis quelques commentaires en français. Voilà, je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Les traductions en ladino, en machin, etc. Ça, c'est plus pour le fun qu'autre chose. Oui, mais en même temps, comme on dit, les minagim, ça rattache. C'est des langues. Ça rattache, oui, mais enfin, si plus personne ne comprend le ladino que le chef de famille, quelque part. Alors, quelle autre chose? Alors, je vais vous donner là un minag. Il a dit qu'on s'allège, on va s'alléger, alors d'accord. Un minag extrêmement curieux, c'est qu'il y a une croyance chez les Juifs tunisiens que l'afikoman, qui est mangé à la fin du repas avant le Birkat Hamazon, a une vertu de protéger les gens qui traversent la mer. Ok, d'accord. Extrêmement curieux. Ça vient d'où, ça? Alors moi, je me rappelle quand on faisait Pessah en famille. Il faut parler bien dans le micro. Oui. Je me rappelle quand j'avais mes cousins qui venaient, ils voyageaient beaucoup, etc. Ils ne quittaient pas leur domicile pour traverser la mer en bateau ou par les airs, évidemment, s'ils n'avaient pas à leur bout d'afikoman. On donnait à chacun 2 morceaux, un qui était consommé et l'autre qui était mis dans la poche. Alors c'est une croyance qui est vraiment ancrée dans les Juifs tunisiens, qu'on ne traverse pas la mer si on n'a pas, parce que ça a soi-disant des vertus de calmer les tempêtes ou je ne sais trop quoi. Et c'est une vieille croyance, mais qui est tenace dans les communautés tunisiennes. Bon. D'accord. Bon. Alors le repas, le shulchan horaire, des repas. Alors ça c'est chok velo ya'avor, comme on dit, c'est des choses obligatoires. Le repas. Le fameux msoki. Oui, il faut manger, voilà. Le fameux msoki, cette jardinière de Pessah, qui est fait donc avec toutes sortes de légumes, etc., etc. Alors en arabe, il aurait fallu appeler ça quelque chose de vert, parce que tout est vert. Or on a rebaptisé ce plat en msoki. Ça veut dire quoi? Msoki, ça veut dire quelque chose de servi. En arabe, ça veut dire, en arabe tunisien, c'est servi, quelque chose de servi. Alors pourquoi on a changé? On a rebaptisé ce plat de, je ne sais plus le nom en arabe, qui veut dire un plat vert, à base de verdure, en msoki. Alors j'ai obtenu l'explication de ça par l'ancien grand rabbin de Tunisie, Rabbi Fraj Diouzan. Le mot msoki a une valeur numérique de 210. Et 210 rappelle les années de descente en Égypte. Redou Shama, comme dit Redou, ça fait une gematria, une valeur numérique de 210. Donc ils ont rebaptisé pour montrer que c'est un plat de fête qui clôture ces 210 années de Donc vraiment, de tout est très, très pédagogique. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, autre Là, je pense que vous avez appris quelque chose à beaucoup de gens. Ah mais je ne le savais pas moi-même, alors je l'ai lu. Non, mais franchement, ok. Alors, l'habitude chez les Juifs de Tunisie de ne pas manger de grillade le soir de Pessah, on a dit ça c'est une halakha, ça c'est commun à toutes les communautés, mais également le premier jour de Pessah, on ne mange pas de grillade, et également pour ceux qui font un deuxième seder, également pendant le deuxième seder. Par contre, le deuxième Alors, de grillade, même pas de viande grillée au four, rien? Non, grillé sur le feu. C'est lièche. D'accord. C'est lièche parce que ça rappelle le Korban Pessah que nous n'avons plus malheureusement chez Ibané et Bimerabé Aménou. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de Beth Amikdash, donc il est interdit de consommer pour pas mimer le fait de manger des Korbanot en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, c'est la raison principale. Mais le minag était une espèce de khumra, de sévérité, de ne pas manger de grillade le lendemain, le premier jour de fête, et également là, c'est très différent d'autres communautés d'Afrique du Nord, parce que dans ça n'existe que chez nous, ça, à ma connaissance. Je n'ai pas entendu ça dans d'autres communautés. D'autres communautés, il est de bon ton de manger de l'agneau au four grillé pour le deuxième soir. Au four, je ne sais pas, au four c'est possible. Quand je parle de grillé, ça fait un peu pareil. C'est un peu le même effet. Hein. Alors le seder est clos par des chants
en judéo-tunisien, enfin judéo-arabe, très connu. Le Hadgadia, on le fait pas en araméen. Le Hadgadia est un texte en araméen, nous on le fait en arabe. On le traduit directement en arabe. Khalini Neskereyayudi, laisse-moi un texte de Rabbi Fraji Shawat, etc. C'est plein de chants comme ça. Qui sont à la fin, après le repas. Après le repas, au moment du Nirtsa, la fameuse agrément de notre Seder. Donc là, c'était, à part le Shira Shirim, il y avait toute une série de chants. Le fameux Echad Miyodea existe également en arabe tunisien, traduit, donc c'est l'équivalent de Echad Miyodea, etc. Donc il y a toute une série de chants qui allaient clôturer ça. Pour finir, nous avons le 8e jour de Pessah, pour ceux qui le font encore. Donc là, on a fini le Seder. On a fini le Seder, on a même fini la fête, la moitié de Pessah est passée, on est à la fin. On est à la fin de Pessah. Alors, le 8e jour de Pessah, on lit une haftara très particulière que nous lisons ici en Israël le jour du Yom HaAtzmaut. Oui, parce que c'est une haftara dite haftarat Mashiach. C'est une haftara d'un texte dans Isaïe, dans Ishaïa, qui nous décrit le Mashiach et quel sera son impact au niveau de la planète, au niveau du Ham Israël certainement, mais également au niveau des autres nations, où il pacifiera le Garzev, le fameux le lion, Petra avec la brebis, etc. Donc c'est une idée de pacification au niveau de la planète. Eh bien, cette haftara a été traduite dans autant de langues qu'il y avait de personnes qui participaient à l'office. Alors c'était traduit en araméen, que personne ne comprend. Bon, c'était traduit en judéo-arabe, c'était traduit dans certaines communautés livournaises en ladino, parce qu'ils parlaient encore le ladino. C'était traduit, moi j'ai connu dans mon enfance des traductions en arabe et des traductions en français. On traduisait, il y avait des petits livrets qu'on avait comme ça. C'est une haftara de façon à ce que chacun comprenne. De sorte à cette haftara qui annonce le Mashiach, c'est une haftara pour ancrer en quelque sorte la croyance que le Mashiach va venir. Vous savez que selon la tradition, le Beth Amikdash sera reconstruit à l'issue de Pessah. C'est la raison pour laquelle peut-être cette année donc. Espérons-le. Alors dernier point, on a fini le 8e jour de Pessah. Il y avait et là c'est un peu malheureux, mais il y avait une espèce de course au fait de manger du chametz à la sortie de Pessah. En Tunisie particulièrement ? C'est ce que moi j'ai connu. Ouais, on parle des Tunisiens. On parle des Tunisiens. Eh bien, il sortit de... Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il fallait manger du chametz ? C'est pas une obligation. En fait, c'est lié, et encore une fois un appui textuel, c'est lié à une traduction du Targum Yonatan Ben Oziel, qui était un des plus grands parshan de la Torah, au deuxième siècle. Il a traduit la phrase qui dit « Shivat yamim matzot tochelu » vous mangerez de la matzah pendant 7 jours. La traduction araméenne est « vous mangerez de la matzah pendant 7 jours » et il a rajouté, curieusement, « et vous mangerez du chametz à l'issue du 7e jour ». Ce qui n'est pas marqué dans le texte, il a rajouté ça. Et les gens ont pris ça comme une espèce de mitzvah, à l'issue, une sorte d'obligation, qu'à l'issue de Pessah, il faut absolument manger du chametz. Alors le problème qui s'est posé, c'est que les gens venaient le 8e jour de Pessah dès l'après-midi pour être sûrs d'avoir leur sandwich tunisien. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'évidemment, les gens qui font 8 jours de Pessah n'ont pas le droit, jusqu'à la dernière minute, de posséder du chametz. Alors ça, c'est un vrai problème. On va dire qu'en Israël, le problème est un peu... simplifié parce qu'à l'issue de Pessah, les magasins sont ouverts, c'est pas du tout... C'est ça, on attend le temps de la revente, de la réacquisition du chametz par la rabbanout, et à ce moment-là, on peut consommer, et ils font ce qu'on appelle la mimouna. Alors nous, les Tunisiens, nous n'avons pas de mimouna. Il n'y a pas de mimouna. Non, il n'y a pas de mimouna, mais il y a un équivalent. Alors, pourtant, cette mimouna ressemble à un nom tunisien, un nom de famille tunisien, Mimoun. Oui, c'est vrai. Mais vous n'en avez pas. Okay. Alors nous, on n'a pas de mimouna, mais on a une très 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 belle procession, ou comment dire, espèce de manifestation pour montrer que Pessah est la fête de la liberté, la nouvelle année qui sera verte, c'est-à-dire qui sera pleine de bonheur. On avait l'habitude à l'issue de Pessah, à la fin du 8e jour, de passer dans toutes les chambres et de déposer sur les commodes, sur les lits, sur les lampes, etc., de la verdure. Sur les portes. Et sur les portes également, de la verdure. On mettait des feuilles de laitue, pour dire à Mardar que l'année soit verte, l'année soit arrivée. Et également de mettre, et ça j'ai jamais compris pourquoi, du charosset sur les mezuzot. Du charosset sur les mezuzot. Oui, on passait avec du charosset et on mettait ça sur les... Moi je voyais ça chez les voisins, etc., chez nous à la maison. Et vous savez pourquoi ? Non.
Je ne sais pas pour ça, j'ai pas trouvé encore. Voilà, si quelqu'un sait qui nous appelle et qui nous le dise. Ok. Voilà, et ainsi est clos la fête de Pessah, cette merveilleuse fête. Il n'y a pas de mets particulier à la suite de Pessah? À la fin de Pessah, non. Nous n'avions pas, comme font dans certaines communautés, les douceurs, etc., qu'on comprend très bien et qu'on apprécie. Ceci étant dit. Voilà. Et puis, ceci clôt un petit peu, grosso modo, les minagim de Tunis. Les minagim de Tunis. C'était très sympa de vous avoir, d'en parler. On est déjà dedans avec vous. Merci beaucoup, Éric Bellagi, d'être venu. Et puis, on se retrouve pour d'autres émissions, avec sûrement plaisir. Sur d'autres thèmes. À très bientôt et Chag Sameach. Chag Sameach à tous. Ciao.